Coucou tout le monde, c'est Tatanexia et aujourd'hui on va informer et répondre à une question que beaucoup d'auteurs et d'autrices se posent. Qu'est-ce qu'une saga? Qu'est-ce qu'un one-shoot? Et faut-il publier une saga ou un OS au début de notre carrière? On en discute la semaine prochaine, on retrouvera une certaine collab, mais en attendant, par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Définition saga ou OS. Oui, one-shoot dans le langage des tardigrades. La saga. D'abord, avez-vous déjà lu la définition d'une saga sur Larousse? C'est scandinave apparemment, un coucou Toruna. Nom générique d'un ensemble de récits en prose, rédigés généralement en Islande au XIIIe et XIVe siècle. Voilà. Ça peut être aussi l'épopée familiale quasi légendaire se déroulant sur plusieurs générations. Ah, on a peut-être une petite idée là. Bon, aujourd'hui, c'est bien sûr l'ensemble des œuvres, ça peut être des livres mais également des films, qui partagent des personnages ou l'intrigue principale. Notez bien, personnage ou intrigue principale. Et j'insiste aussi là-dessus, puisque intrigue principale, c'est ce que j'ai choisi par exemple pour la magie du destin. Les personnages changent en fonction des saisons, puisque j'ai effectivement mis des saisons pour qu'on se repère un petit peu mieux. Et de ce fait, il y a des personnages, évidemment, qui peuvent mourir. Et ceci n'est pas forcément un spoil, puisque c'est annoncé. Cela signifie que, oui, vos héros et héroïnes peuvent passer le flambeau à d'autres. Après, il suffit de voir la saga Star Wars, qui peut être aussi vue comme un spin-off d'Anakin Skywalker. Mais enfin, Anakin... Ah moment, j'ai rien dit. Reprenons Cher Tardigrade. Ces œuvres qui apparaissent souvent au fil des ans, ça peut être tous les 6 mois ou tous les 2 ans également, mais plus souvent et plus généralement, effectivement, les maisons d'édition peuvent sortir tous les 6 mois ou tous les ans. Forment un univers de fiction où les faits relatés dans une œuvre peuvent faire référence à d'autres narrés dans des livres ou des films précédents. En saga d'ouvrage, j'adore par exemple Tuatha de Jeanne Malisa, très certainement aussi il va en sortir bientôt. Et le one-shoot, c'est presque comme dans WoW ou BDO quand quelqu'un va hurler « je l'ai OS », ce qui signifie en un coup on le tue. Le one-shoot, ça correspond à un seul ouvrage, un livre unique qui n'est pas compris dans une saga. Vous allez donc lire une histoire avec un début et une fin. Peu importe si la fin c'est un cliff ou pas, mais en tout cas ça se tient du début à la fin. Et ce sera tout. Pas d'échappatoire possible. Un OS est un OS. Cela ne vous empêche pas du tout de faire des spin-offs ou des histoires par exemple parallèles qui peuvent reprendre les personnages, par exemple, pour plus les développer. C'est ce que j'ai fait avec Rattrape-moi. Je rappelle quand même que Rattrape-moi était édité justement chez Livresque Édition, donc ça c'est justement un one-shoot, voilà, l'histoire du début à la fin, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas du tout de suite à cette histoire et à cette intrigue. Et j'ai écrit une nouvelle en auto-édition, Noël au Royaume du Cid, donc qui raconte, on va dire, une petite scène qui peut se situer avant l'intrigue principale, mais les deux histoires peuvent se lire indépendamment l'une de l'autre. Tout simplement parce qu'il y a une histoire qui est le spin-off du roman, on peut dire, principal, si justement vous préférez dire ça comme ça. En aucune façon, la nouvelle, c'est le préquel ou la suite du roman. Donc attention effectivement avec les termes. Ah, le cliffhanger, qu'est-ce que c'est? Puisqu'il y a effectivement une relectrice de mon script qui, à l'époque, ne le savait pas. Donc, petite explication de ce qu'est le cliffhanger. Le cliffhanger ou le suspense désigne dans la terminologie des œuvres de fiction un type de fin ouverte destinée à créer une forte attente. Il y a certains auteurs et certaines autrices qui le font, même des fois pour des one-shots. Souvent, ça peut aussi savoir si ça vaut le coup soit de faire des spin-offs ou peut-être même de faire une suite et du coup de transformer cet OS finalement en tome 1. Ça a été le cas pour Alix, qui est un de mes ouvrages SF, qui était un one-shoot à la base, et finalement en lisant, mes bêta-lecteurs et mes bêta-lectrices ont finalement réclamé une suite en disant tu peux faire encore plus de choses, tu peux aller plus loin dans cette histoire, tu peux développer encore plus cette intrigue. Donc finalement, eh bien oui, c'est pas encore parti pour une saga. Voilà, c'est leur faute. Ensuite, on verra plus tard si les chapitres peuvent être cliff ou pas. Pour le moment, on se concentre sur saga ou OS. Par quoi on débute? Ah, le drama. Stop. Vous allez trouver des articles, alors vraiment de tout. Vraiment, il y a de tout. Il va y avoir très souvent cette injonction, non, ne commencez pas par une saga. Et ça, je le vois très souvent. Et après, les injonctions vont se poursuivre en disant « Non, mais vous savez, les sagas, ça prend du temps, préférez un petit OS. Stop, nope. » Roulement de tambour, ça
Ça dépend de vous. Oui, je sais, je vais arrêter un petit peu, on va dire, de vous désigner. Ça dépend de vous et aussi, on va dire, de vos attentes, de vos objectifs, de votre lectorat. Si vous visez une maison d'édition effectivement spécifique, est-ce qu'elle accepte les sagas? Si oui, combien de tomes? Et surtout, combien de tomes il faut avoir écrit avant justement de soumettre votre tome 1? Car très souvent, les maisons d'édition, si elles acceptent une trilogie, elles vont souvent demander que, bon, que le tome 1 soit terminé effectivement, que le tome 2 soit terminé, et très souvent que le tome 3 soit en cours d'écriture, soit en cours de réécriture. Et si vous vous lancez en auto-édition et que vous avez par exemple zéro soutien et que vous ne savez pas s'il faut débuter par une saga ou un OS et vous allez lire des articles, effectivement de temps en temps vous pouvez être un petit peu découragé. Donc on va dégrossir tout ça avec Tata. Ouais, mais de toute façon il y a bien une raison, parce que genre 99% des articles sur internet disent qu'il faut pas commencer par une saga. Oh oui, je suis au courant. Il y a d'ailleurs très souvent de très grands noms de la littérature qui disent ça. Ça va être important, non? Oui et non. Ah, si c'était aussi simple, je ferais pas de vidéo. En fait, souvent, on vous dit de ne pas commencer une saga parce que c'est long. C'est très rare qu'une saga, les tomes fassent chacun 50 camos, que voilà, c'est tout simple et que la saga au final ne fera que 100 camos, que 150 camos. Ça reste assez rare, hein. Très souvent, les sagas, chaque tome de saga va faire beaucoup plus. Et puis si on va dire le premier tome fait pas trop, au fur et à mesure, ça va peut-être se développer. Ce qui signifie qu'il faut du coup les écrire. Pompeur d'énergie et de temps. Pompeur d'argent. AL, BL, correction, envoi un ME, Sino. Effectivement, une saga va vous coûter plus cher qu'un OS. Parfois décourageant. Alors reprenons, on va dire, effectivement point par point. Imaginez vous écrivez depuis 10 ans votre saga de 3 tomes. Vous recevez mais que des refus. Vous avez peut-être aussi dépensé de l'argent pour améliorer votre style, peut-être aussi en coaching, etc. Peu importe. Et toujours rien au bout de plusieurs années. Et j'en connais justement pas mal des auteurs et des autrices qui au bout de plusieurs années, alors que ça fait peut-être des années et des années qu'ils travaillent justement leur saga, n'ont toujours pas décroché un contrat d'édition et ils ne veulent pas se lancer en auto-édition. Et ça c'est complètement leur choix, hein. Je le rappelle, on ne juge pas. Ça peut être frustrant. Il y en a qui vont commencer à dire non mais en fait commencer par des nouvelles, commencer par des petits OS. Sauf que tout le monde n'a pas envie d'écrire des nouvelles. Il faut vraiment avoir envie d'écrire des nouvelles. Je vais pas dire que c'est pour tout le monde, parce que non, la nouvelle, c'est vraiment un genre à part entière. Hein. Petite fifiche, comment écrire une nouvelle, parce que ça, il y a beaucoup trop de personnes en fait qui pensent « Oh, c'est trop facile d'écrire une nouvelle, allez hop, je fais ça en une journée ». Non, alors moi je peux écrire effectivement une nouvelle en une journée, mais parce que j'ai du bagage et j'ai de l'expérience. Au début de ma carrière d'autrice, je n'écrivais pas une nouvelle comme ça en une journée. Et évidemment, il y en a qui vont dire préférer commencer par un roman court, par exemple 45 à 50 camos pour vous lancer. Je peux comprendre ce conseil, mais en fait ça doit vraiment venir de vous. Ça veut dire que personne en fait ne doit vous imposer comment vous allez débuter votre carrière. Ça va vraiment être une réflexion personnelle. En même temps une réflexion, si jamais vous réfléchissez vous-même, forcément personnelle, non. C'est vrai que je fais toujours confiance aux gens, alors ça m'a valu effectivement pas mal de mierda récemment, vous imaginez même pas à quel point, mais si vous pensez avoir les épaules, la motivation, l'énergie, jamais je vais vous freiner par exemple si vous voulez débuter par une saga. Jamais. Au contraire, je serai là à vous encourager. Alors évidemment, vous avez totalement le droit de changer d'avis. Et par exemple, en plein milieu de votre tome 3 sur les 6 que vous avez prévus, oui, ça sent vécu avec une autrice. Finalement, vous préférez, non pas abandonner, mais mettre en pause ce projet pour vous lancer dans un autre. Oui, ça arrive. Et si vous pensez que c'est trop tôt, que par exemple, voilà, c'est vraiment votre projet bébé, que vous avez pas envie en fait, peut-être de le voir maltraité, etc. au tout début, pourquoi pas, si vous avez peur à ce moment-là, commencer à publier un autre projet, peut-être un plus petit projet, que ce soit une nouvelle, une novella ou un roman plutôt court. Parce qu'un OS, c'est court. Généralement, il y en a aussi beaucoup qui commencent par des novellas. Et je rappelle, si vous ne connaissez pas la différence entre nouvelle, novella et roman petite fifiche, sur les différentes tailles et formats d'ouvrage. Moins de temps à écrire, donc à relire et à corriger. Il est vrai que contrairement à une saga qui des fois peut faire 180 camos, ouais ça c'est encore une fois le vécu, Antidote va bien souffrir etc. à corriger, alors qu'une novella de 30 camos ou qu'un roman court de 50 camos, forcément ça va aller plus vite. Souvent moins cher, de facto, évidemment. Que ce soit les AL, VL, correction, envoi en ME ou pour des appels à texte ou les sinos, évidemment ce sera bien moins cher. Encourageant si par exemple on décroche un contrat d'édition et si on le désire. C'est vrai que si on désire un contrat d'édition et qu'on va dire qu'on arrive à décrocher un contrat,
ça peut être encourageant pour la suite effectivement de votre carrière. Vous pouvez vous dire, ah bah finalement, mon style est apprécié, j'ai une plume, j'ai vraiment une plume qui attire, et après vous allez retravailler votre projet de saga. En effet, admettons que vous écrivez une nouvelle, généralement on va dire, pour la plupart des personnes, ça peut prendre une semaine, un mois, des fois il y en a pour des appels à texte, c'est vraiment des courts textes. Ce qui signifie qu'en 2 ou 3 mois, vous pouvez soumettre cette œuvre et peut-être 5 mois plus tard, décrocher un contrat d'édition. Que ce soit dans une anthologie ou autre, et souvent vous allez mettre un pied dans le monde éditorial. Ce que beaucoup d'auteurs et d'autrices veulent, au moins on va dire une fois dans leur carrière. Très souvent d'ailleurs, on vient me poser la question et on vient me parler de ça. C'est pas forcément décrocher un contrat d'édition pour waouh la saga du siècle, mais très souvent c'est mettre un pied dans le monde éditorial que les personnes veulent. Donc à ce moment-là, pourquoi pas, oui, là je vous motiverai plus et je vous encouragerai plus à écrire des nouvelles, des novellas ou des petits romans. Pour ma part, ouais, un petit peu on va dire de personnel, si vous n'avez pas envie justement d'écouter tout ça, vous pouvez passer directement au chapitre suivant. Mes premiers écrits, c'était des OS, c'était des novellas même. Alors évidemment, c'était peut-être pas forcément publiable. Mais en tout cas, j'ai commencé par écrire des novellas. Voilà, L'arbre au corbeau, c'est une novella. C'était très court, c'est un peu plus long effectivement qu'une nouvelle, mais c'était loin d'être un roman. Sachant que ça a été publié par le CDI de mon collège, ça compte quand même en publication. Très souvent, effectivement, je compte pas cet ouvrage de ma bibliographie. Après, il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah si quand même, parce que l'air de rien, t'as mis, on va dire, un petit pied au niveau de toutes les règles d'impression et du reste à ce moment-là. Non, quand j'ai débuté la magie du destin, je pensais absolument pas saga. Tout comme Alix, d'ailleurs, au départ, c'était vraiment juste des OS, et puis ça s'est agrandi. Ça a grandi au fil de mes idées, car je me suis rendu compte que mes persos avaient beaucoup de choses à dire, que les intrigues ne pouvaient pas se terminer en un volume, c'était beaucoup trop complexe, et ça donnait des sagas. Et pour autant, ma première publication en maison d'édition, là pour le coup, c'est pour une nouvelle. Vous voyez, comme quoi, alors ça aurait pu être effectivement la saga La magie du dessin, puisque j'avais soumise à une maison d'édition qui m'avait dit un oui, mais il fallait changer 2-3 choses et je ne voulais pas. Et finalement, j'ai mis un pied dans le monde éditorial avec une nouvelle. Une très courte nouvelle d'ailleurs, parce que dans mes souvenirs, je crois qu'elle faisait 2 pages à 4 parce que c'était ultra limité en caractères. Il fallait vraiment être précise, pertinente, directe, tranchée dans le thème, comme on dit. Hop, j'ai mis un pied dans l'édition et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'était lancé. Et si justement vous aussi vous avez envie d'avoir ce parcours, mais je vous le souhaite, car oui, tout n'est pas forcément rose dans le monde éditorial, mais clairement il y a de très belles choses, il y a de belles expériences aussi à prendre, et je trouve que ça m'enrichit. Donc d'abord, laissez-vous aller. Ne vous dites pas, allez hop, je vais écrire une longue série avec 3 tomes ou même 6 tomes, et stop. Si c'est pour vous rendre compte que finalement au bout par exemple de 200 pages, vous vous lassez dans l'écriture, ou même vous sentez, on va dire, l'ennui venir, c'est peut-être que justement, ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas pour ce projet-là. Et la pire erreur, on va dire, serait que vous continuez, mais sans avoir envie de continuer. Si vraiment vous n'avez pas envie d'écrire, si vous n'avez pas envie de le faire, ne vous forcez pas. Après, ça va pas aller. Après, vous allez vraiment vous décourager, vous allez plus avoir envie de rien. Il faut vraiment y aller, on va dire, avec un sentiment positif. Ok, la positive attitude. À l'inverse, ne vous dites pas, non mais de toute façon, moi j'aime pas les sagas. Tout va tenir en étome. On se sent pris en étome. Ça, je l'ai déjà vu aussi. Vous vous retrouvez à tout condenser, mais sans aération, mais sans soupape, sur 800 pages. Franchement, en plus, l'autrice en question avait pu largement couper en deux. Mais vraiment couper en deux. Parce que le problème, c'est qu'à la fin, déjà, j'avais pas retenu toutes les péripéties parce que vraiment, il y avait beaucoup trop de choses qui s'enchaînaient parce que on sentait le fait de, il faut pas quand même que je fasse trop de pages parce que sinon ça pourra pas passer en impression. Donc je passe, mais j'ai quand même envie de raconter tout ça. C'est un peu bancal. Laissez-vous aller, bon sang, mais allez-y franco, oui, je tape le micro, même tellement que ça m'énerve. C'est votre ouvrage, votre one-shoot ou votre saga, mais n'oubliez pas d'y prendre plaisir, ne vous mettez pas de barrière, vous avez compris? Ok, j'ai fait mon choix, maintenant, comment on démarre? Alors sur Wattpad, j'ai trouvé, on va dire, un petit guide assez intéressant, je vous ai mis le lien direct dans les sources, pour écrire un one-shoot, pourquoi pas. Alors je ne dis pas que c'est la démarche qu'il faut suivre comme une règle d'or, non, mais ça peut effectivement vous aider. Ou aussi vous pouvez effectivement me contacter pour une petite séance de coaching dans laquelle je vous expliquerai aussi comment faire. Souvenez-vous aussi des vidéos, on va dire, sur la chaîne, là, qui se suivent au niveau des conseils d'écriture, à savoir toute la saison qui parle d'écriture. On a vu comment créer un univers. On a vu ensuite les fiches personnages, puis les intrigues. Normalement, vous avez tous les ingrédients pour démarrer une histoire. Vous ne savez toujours pas? Alors je vais vous aider. Prenez une intrigue, par exemple, l'effondrement de l'humanité. Non, c'est absolument pas
Absolument pas actuel. Ah, je suis hyper positive, hein. Non, mais sinon, prenez un amour impossible entre une patronne et son employé, ce sont des exemples. Peu de personnages. Pour la première histoire, allez, on va dire 5-6 personnages. La deuxième peut très bien tourner avec 4, les secondaires ou tertiaires, comme je dis en personnage, c'est à voir. Pour la première histoire, je démarrerai sur les faits, sur la réalité, quelque chose qui va happer le lecteur et la lectrice. L'effondrement de l'humanité, vous pouvez très bien parler de changement climatique. Oui, je rappelle, de changement climatique, pas seulement de réchauffement climatique, hein. On parle bien de changement climatique. Pour la deuxième, vu que ce sera peut-être une romance, je commencerai doucement en présentant voilà le premier personnage et peut-être on va dire ce qu'il et elle espèrent peut-être de la vie. Arrive l'élément perturbateur. Kaboum! Pour la première histoire, très clairement, chamboulement climatique, pire que ça, peut-être une catastrophe naturelle, bombe nucléaire relancée depuis l'Est, pourquoi pas. Et pour la deuxième histoire, la patronne viendra de se faire larguer par sa ex, avec peut-être 2 billets non remboursables pour une super semaine de rêve dans le pays que vous voulez, la destination que vous voulez, genre je sais pas, un pays scandinave ou l'Australie, et paf, je vais vous laisser écrire la suite. Alors évidemment, l'univers développé dans un one-shot doit être percutant, attractif d'entrée, tout simplement parce qu'on n'aura pas de suite pour le faire évoluer ou l'agrandir. Ça peut donner une petite piste aussi pour vous, une petite brochette de personnages que vous ferez griller le long d'un fil rouge compréhensible avec des obstacles sur la route. Ah, donc vous imaginez une petite brochette comme ça qui grille sur le barbecue, peu importe d'ailleurs si c'est des légumes ou de la viande, hein. Et après, c'est à vous de jouer. Sur le forum des jeunes écrivains, on peut trouver des conseils cette fois pour les sagas. Celui que je retiens est le travail en amont. Vous vous souvenez comment faire la différence, hein? Amont, aval, montagne, vallée, ça descend de la montagne à la vallée. Pour éviter les erreurs et les incohérences, mais on en reparlera d'ailleurs bientôt, il faut beaucoup de dossiers, de fiches, il faut vraiment savoir où on va. J'ai un auteur dont je suis l'alpha lectrice, il prévoit de lire 8 tomes pour sa saga fantasy. Alors il a commencé à écrire maintenant, puisque quand j'avais posté effectivement cette vidéo, c'était vraiment juste des idées, maintenant il a écrit, après des années de travail, mais des travail en amont. Pour l'instant il n'a pas réellement, on va dire, commencé à écrire. Donc il se lance seulement dans l'écriture, on est quoi, là on va être en juin quand cette vidéo va sortir, donc ça va faire 10 mois d'écriture. Et il n'a pas fini. Pour ma part, pour la magie du destin, ça m'a pris déjà 10 ans à imaginer l'univers, les persos, les intrigues, vraiment 10 ans, mais alors 10 ans, au fur et à mesure, en plus, je rajoute effectivement des choses. Bon, forcément, le tome 1 et le tome 2, c'est figé, mais il n'y a pas de souci, il y a d'autres choses après qui arriveront après. Parce que voilà, le tome 3 et 4 sont effectivement écrits, c'est en cours d'écriture pour le reste. Et avant, on va dire que vraiment vous soyez un bourreau de travail, alors ça peut arriver, je dis pas le contraire, si vous vous consacrez à l'écriture tous les jours, plusieurs heures par jour, évidemment, vous allez terminer votre écriture plus tôt que d'autres. Par exemple, contrairement à des personnes qui ont un travail extrêmement prenant, qui font beaucoup d'heures et qui n'ont qu'un jour de repos par semaine. Écrire une saga, c'est plus long qu'un OS. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai et c'est logique, mais en aucune façon ça ne doit vous empêcher de commencer par une saga. Et il faudra penser que dans une saga, il faut enrichir l'univers. Faire évoluer les personnages, car rien de pire qu'un personnage qui n'évolue pas entre le tome 1 et le tome 7. Surtout si c'est le même personnage. En rajouter, parfois aussi en supprimer, hein. Il y a souvent des morts dans les sagas, et pas que dans Goth. Ajouter des décors, des faits d'histoire aussi, pour situer le contexte, le passé. Combien de temps aussi défile entre chaque tome? Pourquoi ce laps de temps? Pourquoi par exemple vous avez décidé de faire ça? Ça, ce seront des questions à vous poser. Il faudra réussir à capter le lecteur et la lectrice sur plusieurs tomes, et ça peut être effectivement difficile. Tout simplement parce qu'il ne faut pas lasser, il ne faut pas ennuyer. Il faut les tenir en haleine, en insérant par exemple si elle a des indices qui les pousseront à se poser la question « Mais il va se passer quoi après ?» Ah, mais si l'auteur ou l'autrice a écrit ça, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas pour rien. Etc. Alors je fais particulièrement dans mes écrits, que ce soit mes sagas ou mes OS d'ailleurs, je glisse des éléments qui vont servir après. Certains par exemple ont repéré des choses dans le tome 1 de la magie du destin, qui peuvent expliquer des aspects du tome 2 et parfois aussi du tome 6. J'adore les jeux de pistes avec les lecteurs et les lectrices. Après, oui, vous aurez plus de lecteurs et de lectrices pour le tome 1 que le 2. Ça va de soi, c'est totalement normal. Plus votre saga est longue, plus il y a un risque de lasser, donc il va falloir souvent relancer la machine et on va dire souvent relancer l'intérêt. Pourquoi justement le lecteur et la lectrice ont envie de poursuivre votre saga? Spoiler, très souvent parce que c'est un petit peu complexe et parce que les personnages sont attachants. Série ou cycle? Une saga n'est pas une série littéraire ou un OS. Un OS n'est pas une série littéraire ou une saga. Alors j'insiste là-dessus parce que je vois encore beaucoup trop de personnes en auto-édition ou même parfois des maisons d'édition. Alors très souvent effectivement les petites maisons d'édition ou des maisons d'édition qui viennent juste d'ouvrir leurs portes, confondre les termes. Attention, chaque terme a vraiment sa définition. La série.
La série littéraire, et attention, je ne parle pas effectivement des ouvrages sur lesquels on intitule par exemple saison 1, saison 2, ça c'est encore autre chose, ça peut être un découpage éditorial, un choix de l'auteur, de l'autrice ou de la ME, comme par exemple, je prends l'exemple de La Magie du Destin, il y a 3 saisons, mais ce n'est pas une série littéraire, ça n'a rien à voir avec cette définition-là, c'est parce que justement cette saga fonctionne par duologie en réalité, donc c'est une saga entière effectivement avec des biologies, j'ai mis des saisons pour que ce soit plus compréhensible pour les lecteurs et les lectrices, mais ça n'a rien à voir avec le terme série littéraire. La série littéraire est une suite de plusieurs livres avec des personnages récurrents situés dans un même univers. Chaque livre est indépendant des autres, ce qui signifie que vous pouvez piocher effectivement le livre 1, le livre 6, peu importe justement ça peut se lire indépendamment. C'est-à-dire qu'un problème se pose en début de texte, par exemple, admettons le livre 3. Il y a un début qui va se poser au début du livre 3 et qui sera résolu à la fin du livre 3. Il ne sera pas résolu dans le livre 6. Alors il peut y avoir effectivement une très longue intrigue principale ou un méchant par exemple qui revient, etc. Mais en tout cas, l'intrigue du 3 sera terminée dans le 3 puisque c'est l'intrigue du 3. Même si l'histoire personnelle effectivement des protagonistes et des autres personnages va évoluer au fur et à mesure des ouvrages, ça c'est sûr. Les romans policiers sont ceux qui se prêtent très bien aux séries littéraires, puisque un ou plusieurs enquêteurs ou enquêtrices peuvent démontrer leur talent de lire. Alors, plaisir d'écrire un blog liste pas mal effectivement de grandes séries littéraires, je pense que la plupart effectivement d'entre vous peuvent connaître. Hercule Poirot d'Agatha Christie, effectivement un bon exemple. Il y a aussi Miss Marple d'Agatha Christie, si je prononce bien. Il y a aussi Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Là, évidemment, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Vous prenez n'importe quel ouvrage, vous allez lire effectivement une enquête de A à Z. Alors oui, il y a peut-être quelques éléments que vous direz « Ah tiens, ça peut-être que je ne l'ai pas vu » ou « Tiens, il y a une petite référence à une enquête que je n'ai pas encore lue ou découverte ». C'est pas grave, ça va vous donner envie effectivement de lire un autre ouvrage. Mais les livres peuvent être lus indépendamment les uns des autres. Alors je rappelle, faire aussi un petit point là-dessus, dans une série littéraire, même si la vie des personnages, comme je l'ai dit précédemment, au fil des ouvrages, évolue, c'est effectivement attention à la définition de la série littéraire. Chaque livre peut vraiment se lire indépendamment des autres. Je rappelle, indépendamment des autres. Ce n'est pas comme dans une saga où il faut obligatoirement lire le tome 1 pour comprendre le 2 et surtout pour saisir l'intrigue effectivement qu'il y a de cette saga. Si vous dites à un lecteur ou une lectrice « Ah non mais t'inquiète pas, tu peux lire celui-là, admettons livre 2, sans avoir lu effectivement le 1 », très bien, c'est une série, pas une saga. Et si une lectrice lit le 2 et révèle des choses qui sont dans les premières pages qui peuvent être lues absolument partout et par tout le monde, non, vous ne pouvez pas dire qu'elle a spoil. Ne vous inquiétez pas, je ferai une petite vidéo effectivement sur les spoilers et sur, on va dire aussi, l'abus de ce terme spoil. C'est un peu une fourre-tout en ce moment, le spoil. Ah attention, tu m'as dit ça, c'est un spoil. Nope. Revoyez un petit peu effectivement la définition du spoil et aussi ce que ça implique, parce que très souvent, ça va être lié à l'intrigue qui est aussi liée au genre effectivement de votre ouvrage. Voilà. Je reviendrai là-dessus, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je pense qu'il y a certains auteurs et certaines autrices qui feraient mieux avant justement d'aller agresser certaines personnes, de vérifier un petit peu avant les informations et voilà, être un petit peu plus humble aussi, redescendre un petit peu. Malgré avertissement ou tout ce que vous voulez, sinon vous mentez sur la marchandise en fait. C'est pas une série littéraire que vous vendez, mais une saga. Donc non, vous ne pouvez pas crier au spoil quand on révèle des choses qui sont écrites dans le premier quart de l'ouvrage qu'on lit ou qu'on chronique. Nope, tout simplement déjà parce que c'est le travail du chroniqueur et de la chroniqueuse, quand même, justement d'expliquer de quoi parle l'ouvrage. Voilà, on va pas révéler effectivement le nom du tueur à la fin, ça non, ce serait effectivement spoil. Et puis sinon, ouais, je pourrais développer, mais je pense que je développerai dans une autre vidéo, parce que sinon je vais encore un petit peu plus m'énerver, c'est absolument pas le sujet pour le moment. Sinon, encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, revoyez effectivement la définition d'une saga, et à ce moment-là, si vous n'avez pas envie qu'un lecteur ou qu'une lectrice spoil, selon vous, certaines choses de vos ouvrages, il faut appeler ça une saga. Et du coup, il va falloir lire le tome 1, avant le tome 2, avant le tome 3, etc. Mais du coup, n'appelez pas ça une série. Car sinon, imaginez quand justement votre 6 va sortir, il y a justement un lecteur ou une lectrice qui va parler justement de cet ouvrage 6, d'ailleurs très souvent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont effectivement le droit de le dire, comme n'importe quel chroniqueur et chroniqueuse. Est-ce que vous allez aussi crier au spoil là? Je ne pense pas, tout simplement parce que vous ne pourrez pas courir après tous les lecteurs et les lectrices qui vont justement révéler certaines choses. Il y en a qui révèlent certaines choses, même aussi de mes propres ouvrages.
Ce n'est pas pour autant que je vais aller agresser l'autre. Voilà, parce que je suis respectueuse du travail et de la lecture des uns et des autres. Une saga, je ne reviens pas effectivement sur la définition que j'ai donnée, je pense que la plupart des personnes le voient. Vous avez par exemple Le Seigneur des Anneaux, entre autres. Là, il est évident qu'on ne peut pas dire que chaque ouvrage peut se lire indépendamment des autres. Non. Les tomes d'une saga se suivent. Pour comprendre les deux, il faut lire le 1. Avant de lire le 3, il va falloir lire le 1 et le 2. Un cycle romanesque. Déjà merci Wikipédia parce qu'effectivement je ne savais pas non plus trop ce que c'était il y a quelques années. C'est en littérature un ensemble d'écrits liés entre eux par les lieux ou par les personnages romanesques. Ça aussi c'est effectivement différent de la série ou de la saga. Alors, en exemple de cycle, on a par exemple Honoré de Balzac avec La Comédie humaine, les 137 volumes écrits entre 1831 et 1854, que je n'ai absolument pas tous lus. Et on a évidemment aussi les Rougon-Macquart. J'ai jamais su comment ça se prononçait. Rougon-Macquart. Ouais, je sais, tous les profs de français vont me haïr en ce moment. d'Émile Zola, écrit entre 1871 et 1893, 20 volumes. En bref, saga, OS, série ou cycle littéraire, maintenant vous savez les définir. Attention, vraiment, une saga n'est pas une série qui n'est pas un cycle. Un OS est un one-shoot, à savoir un livre unique pour lequel il n'y a pas de suite. En tout cas, pas de suite prévue, sinon il faudra renommer le premier. Ce qui n'interdit pas des spin-offs sur un personnage ou pourquoi pas une période. Vraiment, mais lâchez-vous. C'est juste que faites attention à vos termes. Si vous annoncez à vos lecteurs et vos lectrices une saga, on s'attend à une saga. Si vous annoncez à vos lecteurs et vos lectrices une série littéraire, on s'attend à une série littéraire. À savoir, on peut piocher n'importe quel livre indépendamment des uns des autres et faire un retour dessus. Commencez par ce que vous voulez. J'insiste, le vous voulez, là vous le mettez en majuscule, vous le soulignez sur vos fiches, peu importe ce que vous voulez. Bien sûr, une saga, ça prend du temps, c'est QFD. De l'argent aussi parfois, mais si vous vous sentez prêt et prête, que vraiment vous pensez, on va dire, avoir les épaules, que vous êtes aussi bien entouré, je dis pourquoi pas. Je déteste les personnes, on va dire, qui mettent des freins et qui vont vous balancer des injonctions comme ça sur des articles, etc. Non. Vous voulez publier votre saga? Eh bien, allez-y. Et évidemment, les one-shoot, les nouvelles ou même les novellas, c'est plus court, même un roman court de 54 mois, c'est plus court, c'est évident. Mais après, ça dépend en fait de ce que vous avez envie. Comment écrire? Comment démarrer? En enclenchant la première. Bon, blague à part, j'ai fait des vidéos sur les teams plans et les architectes, sur les jardiniers, et prochainement, très prochainement, sur les troisième voies aussi, les paysagistes, c'est un petit peu un mélange des deux. Prenez justement une feuille de papier, notez ce que vous voulez, vos idées en vrac. Regardez effectivement les vidéos justement de cette playlist écriture pour vous donner des idées et pour vous motiver. Et après, vous avez le choix, une fois que vous avez noté toutes vos idées, soit vous allez structurer, faire un plan, et puis vous laissez justement votre plume vous emmener. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec une collab sur... Ouais, j'ai un petit peu spoilé pour le coup, les troisième voies. Attention au spoil, ou aussi appelé paysagiste, mélange d'architecte, de jardinier. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un petit commentaire et de partager cette vidéo. Cela nous fait toujours très plaisir et ça nous aide le niveau algorithme. Pour nous soutenir financièrement parlant, en direction les pages Tata Nexua sur Utip ou Tipeee. Sinon, je vous rappelle quand même que sans vous, la chaîne n'existerait plus puisque c'est vrai que c'est quand même un petit peu difficile en ce moment, on grave un peu. Et si vous souhaitez venir sur le Discord privé de Tata Nexua, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot en message privé ou par mail. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.